Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avez-vous déjà rêvé d'être en possession d'une liste un peu magique qui vous permettrait d'éviter peut-être à votre frère le burn-out ou de soutenir une copine en quête de reconversion, mais surtout de vous sentir enfin vivant? Mon invité du jour sait de quoi il parle puisqu'à la suite d'une dépression, il est devenu humoriste et a écrit un livre issu des post-it qui lui ont servi à s'en sortir. La liste. Best-seller au Québec, il sort tout juste en France aux éditions Erol pour notre plus grande joie et propose 44 pistes pour grandir en conscience et se sentir enfin vivant. Titre de son spectacle. Oui, de son spectacle, car cet homme est devenu une véritable star du rire outre-Atlantique avec plus de 200 000 billets vendus. Il est le premier comique français à avoir conquis le Québec pour y implanter un humour empreint de son parcours, celui d'un homme en quête de sens. Et il nous pose cette question en retour, qu'est-ce qui nous fait nous sentir pleinement vivants? Alors voyons avec lui quels outils peuvent nous permettre de rapidement reprendre le flambeau de notre vie et comment changer nos perceptions au quotidien. Je reçois aujourd'hui dans Métamorphose, c'est un peu notre Jim Carrey à nous, on va bien se le dire, Jérémy Demey. Bonjour Jérémy. Salut Anne, écoute, j'ai jamais eu une introduction aussi lisse et belle de toute ma vie. Merci. Oh, c'est cool. Ouais. Oh, merci. Oh, ça me fait des frissons. Déjà pour commencer, ça va bien les frissons. Alors pour retracer les origines un peu de ta vocation, tu dis quand même que ce sont les épreuves qui sont à l'origine de ton nouveau métier d'humoriste. Alors, explique-nous un peu tout ça. Comment est-ce que tu es arrivé déjà au Québec ? En fait, tu me parles d'épreuves et du Québec. Je vais te faire une biographie très, très rapide. Moi, je suis né en France, à Dijon. Je suis né à Paris, mais j'ai rapidement déménagé à Dijon. Et quand j'étais jeune, j'avais 8 ans. Et je vois mon père décédé, mourir devant moi. C'est-à-dire qu'il fait une crise cardiaque et il tombe devant moi. Et je ne comprends pas ce que c'est la mort. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, je comprends tellement pas que je suis à l'enterrement de mon grand-père, l'enterrement de mon père, quelques jours plus tard, et je vois mon grand-père pleurer dans un coin, et moi je vais le voir, je dis « T'en fais pas, tu iras bientôt le rejoindre ». Écoute, tu vois à quel point j'avais pas compris ce qu'était le principe de la mort. Mais tout ça pour te dire que ensuite je grandis, et puis vers l'âge de 22 ans, j'avais un stage de fin d'études à faire. Je faisais l'ESC Marseille à l'époque. Et j'avais un stage de fin d'études. Qui est une école de commerce. Qui est l'école de commerce de Marseille, pardon. Et je dois partir à l'étranger pour faire un stage. Et à l'époque, je savais que je voulais devenir humoriste. J'avais découvert ma vocation pendant mes études. Et donc, je me suis dit, je vais mêler ce que je veux faire à ce que je dois faire. Et donc, je pars à Montréal, qui est une ville dont j'ai entendu parler à l'époque, qui est une ville géniale pour vivre et pour travailler. Donc, j'y vais. Je tombe amoureux de ce pays, amoureux de cette ville. Je reste là. Et pour commencer mon métier. En fait, on m'avait dit, tu devrais rester ici 6 mois. Pour apprendre ton métier, finalement, ça fait 17 ans, vois-tu. Et donc voilà, et à 29 ans, donc en 2009, je fais une dépression. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est de rester couché. Et donc à ce moment-là, je me dis, j'ai 2 choix dans ma vie. Soit je prends des antidépresseurs, soit je trouve des outils pour accéder à une vie plus belle. Et à l'époque, j'avais pas du tout connaissance de ce que le développement personnel, de ce qu'était tout ce monde-là. J'avais vraiment aucune connaissance de ça. Et finalement, je décide de me diriger là-dedans et de découvrir tous les outils que j'ai pu découvrir ensuite. Et on va y revenir évidemment longuement. Alors, tu faisais rire les gens dans un bar avec un copain et le patron, tu le racontes, vous propose de faire des sketchs lors d'une soirée. C'est comme ça que ça a vraiment commencé ? Ouais, exactement. On est dans un bar, il n'y a personne dans le bar à part nous et ce monsieur-là qui est juste de la table à côté. Et le bar est vide. Et il nous voit déconner. Il dit c'est mon bar, est-ce que vous aimeriez faire un spectacle d'humour dans 2 semaines ? Parce que je fais une soirée chanson. Et on dit oui. Et là, on est venu 2 semaines plus tard et ça a été une révélation. Vraiment un espèce de un aura de Walt Disney sur ma tête qui me dit ça va être ça ta vie.
Mmh. Ça, tu as cette certitude à ce moment-là, c'est quand même assez fort. Est-ce que tu penses qu'on a tous dans la vie finalement cette espèce de one true calling, là, comme on l'appelle, la vocation qui nous tombe dessus comme ça? C'est vrai que ça fait envie. Tout le monde a envie un peu de ce truc-là, quoi. Écoute, c'est dur à répondre, est-ce qu'on a tous? Parce que je suis pas dans la vie de tout le monde. Je pense que Dieu pourrait répondre à cette question s'il existe. Moi, je l'ai eu. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont mais qui veulent pas l'écouter, d'autres qui ont peur de l'écouter. Tu vois, c'est aussi, il faut du courage pour écouter son cœur. Dire, je suis en train de faire une école de commerce, je pourrais avoir un métier dans 2 ans bien payé avec une bonne situation et dire non, moi je vais être entre guillemets clown à 7000 km d'ici. Il faut du courage pour écouter son cœur. Donc, est-ce que tout le monde l'a? Je sais pas. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de l'écouter? Ça, je pense que oui. Alors, le fil conducteur de tes spectacles, c'est le mieux-être. C'est vrai que tu es un peu le seul, je crois, à développer cette thématique sur scène. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, quand j'ai découvert ce monde-là, il a commencé à faire partie de moi. Et plus j'utilisais, et plus je voyais ma vie s'améliorer. Et naturellement, comme il faisait partie de moi, il a commencé à faire partie de tout ce que j'étais, de tout ce que je suis. Et donc, je l'ai mélangé à mon humour. Et c'est devenu naturellement un style. Et par le fait même, sans le vouloir, une espèce de niche, parce que c'est un style que personne d'autre a, ou avait en tout cas quand j'ai commencé. Et donc, voilà, c'est devenu naturel. Vu que ça faisait partie de moi et que toute la journée j'en parlais, j'ai voulu le mettre dans mon art, simplement en fait. Pour réaliser, pour donner envie aux gens de rire, mais surtout de réaliser que, tu vois, de créer quelque chose, une espèce d'hymne à la joie quand je fais des spectacles d'humour, que les gens viennent, ils passent un bon moment, mais en plus ils sortent de là, puis ça leur fait du bien. C'est ça mon but en fait. Alors, ce qui est frappant quand même dans ton livre, tu parlais du décès de ton papa et tu te souviens clairement au moment de sa mort de t'être coupé de ses émotions. C'est vrai que tu étais très jeune, tu l'as redit, 8 ans, et d'avoir ce souvenir-là, moi j'ai trouvé ça quand même assez frappant. Comment est-ce qu'on peut reprendre la responsabilité de nos émotions et comment toi tu as fait? Écoute, j'ai découvert un gars que tu connais qui s'appelle Franck Lobvet. Qui, en 2016, je vais à un de ses stages par hasard, totalement. Finalement, on tombe, j'allais dire fou amoureux l'un de l'autre de façon rhétorique, c'est-à-dire que vraiment, on se lie d'amitié en 5 secondes. On connecte l'un avec l'autre. Et il m'a beaucoup aidé à reconnecter avec mes émotions par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Et donc, je pense que ça a été un travail de longue haleine. Ça a été de l'hypnose, ça a été de la méditation, ça a été vouloir le faire, ça a été beaucoup. Et je me rappelle, j'avais du mal à pleurer, j'avais du mal à nommer comment je me sentais. Mais ça a été plein de petites choses qui m'ont ramené à ça, finalement. Plein de petits... mais surtout avec une envie de le faire. Ouais, c'est ça. Tu cites aussi Tony Robbins qui t'a inspiré sur la partie émotion. Qui m'a inspiré sur la partie émotion. Je ne sais plus exactement ce que je dis par rapport à Tony Robbins, mais c'est vrai qu'il était très inspirant. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je cite aussi un truc dans mon livre où je parle de communication non violente, quand je parle dans le couple, où souvent on va donner la responsabilité aux émotions aux autres. C'est-à-dire, je me sens comme ça, c'est à cause de toi. Mais en fait, j'ai réalisé, et grâce à Tony Robbins ou à d'autres gens, qu'on est responsable de nos émotions. Il n'y a personne qui a le pouvoir de nous faire sentir de telle ou telle façon. Si je suis en colère, je suis responsable de ma colère. Si je suis frustré, je suis responsable de ma frustration. Il n'y a personne, tu ne peux pas dire c'est à cause de lui si je me sens comme ça. J'ai appris à comprendre que toutes les émotions viennent de moi et non des autres. La preuve, tu peux vivre une situation, 2 personnes vivent une même situation, et 2 personnes vont se sentir complètement différents par rapport à la situation. Donc, c'est pas la situation ou l'autre personne qui nous fait créer comment on se sent, c'est nous qui avons ça en nous. Donc, j'ai réalisé ça, et ça a vraiment changé une bonne partie de ma vie, parce que je peux pas donner... finalement, j'ai pris responsabilité de ma vie et de comment je me sentais. C'est ça. Oui, quand tu cites Tony Robbins, là, je l'avais noté, c'était si nous comprenons notre émotion ainsi que la croyance qui l'accompagne, on peut arrêter notre aliénation mentale. Mais c'est vrai que parfois, même si on le sait, on a un conditionnement automatique qui se met à l'œuvre dès qu'on est activé, parfois émotionnellement. Ou alors non activé émotionnellement, pour ceux qui sont effectivement coupés complètement d'une partie de leurs émotions. Ouais, et puis en plus, j'ai réalisé que finalement, les émotions qui montent, c'est des choses, des conditionnements passés. Des choses qu'on a vécues dans notre passé, qu'on avait entre, 0 et 10 ans. Et un jour, j'ai 22 ans et je vis une situation qui me met en colère. Mais la colère ne vient pas de cette situation-là. Elle vient de ce que j'ai vécu quand j'avais 4 ans. Et tout ce que ça te permet, c'est de faire passer cette émotion-là, de la vivre et de guérir un peu, finalement, ton passé. C'est ça, la beauté des émotions.
Et donc, j'ai appris, au lieu de vouloir les nourrir et les grossir, après à les ressentir et à les laisser passer pour finalement guérir un peu. Et finalement, je revois que quand je revis le même genre de situation un mois plus tard, je sens que l'émotion est moins forte. Donc, je sais que j'ai guéri un peu mon passé grâce à ça. Tout à l'heure, ça m'a frappé, tu disais aussi par rapport à la dépression qu'il y avait un peu deux voies, et tu l'expliques bien aussi dans ton livre. Il y avait deux possibilités, celle de prendre des antidépresseurs, ressasser des idées noires, celle de se prendre en main et de renaître à soi-même en quelque sorte. Mais je me suis interrogée, est-ce qu'on a tous cette possibilité en fait de deux choix qui peuvent apparaître un peu comme manichéens, soit effectivement la voie de la résilience, soit la voie où finalement on tombe encore plus bas et on s'enfonce dans la dépression. Est-ce que c'est si facile de dire oui à la vie ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, toi, tu t'es retrouvé face à ce choix et tu as eu les idées assez claires pour dire « j'enclenche la piste 1 », si je puis dire ? Ouais, je pense pas que c'est facile. Je pense que c'est très difficile. Pour avoir vécu cette dépression-là, c'est pas facile. C'est plus simple de prendre la situation, la voie, entre guillemets, facile, qui est d'ailleurs une voie... Je suis pas contre, je suis vraiment pas contre les antidépresseurs ni ceux qu'en prennent. Je pense que c'est un bon outil, mais je pense que c'est un outil temporaire. Tu sais, un peu comme un plâtre quand tu te casses la jambe. Tu restes pas 7 ans avec un plâtre, tu restes 3 mois avec un plâtre. Et je pense, pour moi, c'est ma façon de voir les antidépresseurs. C'est-à-dire que ça peut être un bon outil pour beaucoup de gens, mais si on le garde, après, on reste dedans longtemps. Donc je pense que l'idée, c'est de te dire, il y a d'autres moyens. Mais moi, ça a été une amie qui était thérapeute énergétique, qui s'appelle Stéphanie, qui m'a dit, écoute, viens me voir. Avant de prendre des médicaments, viens me voir, laisse-moi faire un traitement. Je ne savais pas ça veut dire quoi, thérapeute énergétique. Et je me suis allongé sur sa table, elle m'a fait un traitement. Et ça a été la première marche vers ça se peut. Donc il y a eu l'aide d'une amie pour m'aider à pas aller là-dedans. Donc pour répondre à ta question, non, je pense que le choix le plus difficile, qui est le choix du travail sur soi, c'est pas le plus simple. Je pense que prendre des antidépresseurs est plus simple, mais à moyen terme, beaucoup moins bon pour toi, je pense. J'ai l'impression, tu vois. Et parfois, effectivement, on peut faire les deux et passer par un chemin de médicaments pour pouvoir aussi explorer d'autres voies. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que je te dis, c'est pas une mauvaise voie de décider de prendre des médicaments. Je pense juste que j'ai l'impression, c'est ma vision. Je pense qu'à moyen terme, c'est ça, c'est une béquille pour moi. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant, justement, toi, aujourd'hui ? Évidemment, c'est la question que tout le monde te pose. J'imagine qu'être sur scène, faire rire les gens. Je t'ai entendu, justement, dans une interview avec Franck, où tu disais que tu te sens vraiment pleinement vivant quand tu es sur scène. Ouais, il y a quelque chose sur scène. C'est comme si, tu sais, quand mon père est mort, c'est comme si j'étais sorti de mon corps. Il y a une partie de moi qui était morte avec lui, quelque part. Et on dirait que je suis souvent pas là. C'est-à-dire que je suis là, mais mon esprit est souvent ailleurs. Et il y a quelque chose sur scène où on dirait que j'ai trouvé un mécanisme, sans le vouloir, qui fait que je suis complètement et pleinement là. Parce que j'improvise beaucoup avec les gens dans la salle, il y a vraiment une espèce d'échange. Un de mes buts pour quand je fais de l'humour, c'est de connecter avec les gens et c'est qu'ils connectent entre eux. Et pour ça, j'ai dû être complètement présent. Et donc j'ai trouvé un mécanisme pour être vraiment là. Et donc quand je suis sur scène, je me sens vraiment vivant, souriant, là, heureux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme si tu t'incarnais vraiment à ce moment-là ? Comme si je m'incarnais vraiment à ce moment-là. Tu sais, moi j'ai un truc où j'ai souvent les pieds froids dans la vie. Et puis on m'avait dit un jour que c'était parce que c'était un manque j'étais pas complètement dans mon corps tout le temps. Et quand je suis sur scène, à chaque fois que je suis sur scène, j'ai les pieds vraiment très très chauds. Donc c'est un signe pour moi que je suis profondément là. Tu dis aussi, mais ça va avec le rire, le fait de donner, que le fait de faire des petites choses pour les autres au quotidien, même invisibles, ça permet de se sentir vivant. Ouais, tu vois, moi j'ai des réflexes que, quand je rentre dans une toilette, par exemple d'aéroport, et que je vois une madame ou un monsieur qui nettoie les toilettes, j'aime dire merci. Merci de faire ce que vous faites, parce que ça me permet de pouvoir venir ici et de profiter de cet endroit-là dans la propreté, tu vois, c'est des petits gestes comme ça, des petits merci, des petites considérations aux gens qui sont rien pour nous, mais souvent tout pour les autres. Tu vois, envoyer un texto à quelqu'un en disant « merci d'être dans ma vie », ça te prend 1 seconde et ça peut faire la journée de quelqu'un d'autre. Et naturellement, je le fais quand c'est sincère. Je ne veux pas le faire pour avoir l'air gentil ou être cool, mais je pense qu'un petit quelque chose comme ça, un petit élan du cœur, peut faire du bien aux autres. Et c'est rien pour nous, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que quand ça te revient, c'est bon aussi. Donc, c'est Franck qui m'avait appris ça, je pense, qu'on reçoit ce qu'on donne, finalement.
Et voilà. Et je le vis quand je fais ça. Tu donnes un sourire, tu reçois un sourire. Attends, pas à Paris, mais en général, quand tu donnes un sourire, tu reçois un sourire. Alors à Paris, justement, sur ton compte Instagram, hein, s'il y en a qui veulent te suivre, c'est vraiment hilarant parce que tu as dit, ah tiens, je vais un peu tester, comme tu venais du Québec, un peu les Parisiens. Et donc, tu as proposé plein de trucs hyper drôles, leur proposer des hugs, tu leur as dit je t'aime. Enfin, il se passe plein de choses dans la rue. Ouais, il se passe plein de choses. Et tu vois que Paris, c'est spécial. Hein. Moi, je connaissais pas Paris parce que j'ai vécu à Dijon la majeure partie de ma vie, puis après à l'étranger. Mais il y a Paris et le reste de la France. Il y a vraiment quelque chose ici où... Et puis, je pense pas que ce soit la faute des gens, je pense que c'est la faute de l'environnement. Il y a tellement de monde dans un petit endroit, entre guillemets, qu'au bout d'un moment, je pense que le stress et l'anxiété passent par-dessus la joie d'être, j'ai l'impression. Et donc, on devient un peu comme ça, ça déteint un peu sur nous, en général, l'ambiance parisienne, j'ai l'impression. Alors tu cites aussi cet éditeur financier américain, Malcolm Forbes, qui dit la plus grave erreur que les gens font est de ne pas essayer de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. C'est vrai qu'on n'a pas forcément été éduqués à essayer de gagner notre vie, finalement. D'ailleurs, le terme « gagner notre vie », si Franck était avec nous, il le reprendrait. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner sa vie ? Il n'y a rien à gagner. En exerçant nos talents. Je me suis échappée un petit peu, mais... pourquoi est-ce que finalement, on ne se met pas tout de suite en option j'ai envie d'exprimer mes dons et mes talents, et c'est là où je vais à la fois effectivement gagner ma vie, entre guillemets, et à la fois m'épanouir. Ouais, c'est ça. Mais déjà, il y a un truc qui est marrant à remarquer, c'est que tous les métiers qui existent sur Terre, et j'ai l'impression, quand je dis tout, il ne faut jamais dire tout, mais j'ai l'impression que c'est ça, sont là pour aider quelqu'un d'autre. Pense à n'importe quel métier, il va répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Littéralement, j'ai l'impression, à moins qu'il y en ait un ou deux que j'ai oubliés, mais et donc je me dis, c'est quoi ton talent, c'est quoi ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire qui pourrait aider quelqu'un d'autre. C'est un peu ça l'idée, je pense, de trouver ce que tu as envie de faire dans la vie. Parce que et puis attends, excuse-moi, j'ai perdu ta question, Anne. Est-ce que tu peux la redire, s'il te plaît? Ben oui, je citais Forbes qui disait que on n'essaye pas de gagner notre vie en faisant ce que nous aimons finalement. Ouais, je comprends. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir le courage d'aller là. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça aussi. Tu sais, est-ce que tout le monde peut trouver vraiment ce qu'il a envie de faire et ce qu'il aime? C'est un peu ce que on parlait au début. Ça n'a pas l'air si simple pour tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance, ça a été simple pour moi, mais c'est pas simple pour tout le monde de trouver sa vraie... en anglais, le calling, tu sais, l'espèce de chose de... Moi, j'ai eu de la chance de le trouver, mais comme je te dis, c'est pour revenir à ta question d'avant, est-ce que tout le monde le trouve? Je sais pas. Toi, tu l'as trouvé aussi. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent. Est-ce que tout le monde l'entend? Je le sais pas. J'ai pas cette réponse-là. D'ailleurs, je te la renvoie, la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que il y a quelque chose quand même de l'ordre, certainement, d'une forme de vocation profonde qui nous appelle. Et comment on se met à l'écoute de cette voix intérieure profondément ou pas. Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, de croyances, de conditionnement, d'environnement, se mettre à l'écoute de cette voix et voilà. Et finalement, ça reste, je trouve, assez mystérieux. Tu vois, on revient sur cette question un peu de mission de vie. Tu vois, quand on parle du true calling, on entend un peu aussi ça. Comme si certaines personnes auraient peut-être une sorte de mission de vie et d'autres n'auraient pas de mission de vie. Et ça met aussi un peu la pression, tu vois, quelque part, cette histoire d'appel. Parce que je vois des gens autour de moi qui disent, écoute, moi, je prie, je fais des choses, je fais peut-être la loi d'attraction, puis on va y venir. Mais il ne se passe pas grand-chose dans ma vie qui me fait vibrer de manière un peu vocationnelle, comme ça, tu vois. Ouais, exact. Exact, c'est... je pense que l'idée, c'est d'apprendre à se connecter à soi et d'apprendre à s'écouter, parce qu'on a tous cette voix-là en nous, cette intuition. Mais je pense qu'on est nombreux à ne pas vouloir l'écouter, à ne pas vouloir l'entendre ou pas vouloir apprendre à l'écouter. Mais on a tous cette voix-là qui dit « Ah, j'aurais dû faire ça » ou « Ah, je savais qu'il fallait aller à gauche au lieu d'aller à droite ». Et on a tous une espèce d'intuition, et plus on la développe, je pense, et plus on apprend à lui faire confiance. Mais je pense qu'on l'a tous, ça. C'est juste qu'elle est dessous des peurs, des hontes, des traumatismes, des conditionnements. Et puis notre travail, c'est de revenir à ça, en fait. C'est d'enlever tout ce qu'il y a entre nous et nous. Tu sais, un peu comme si on était une rivière. J'aime beaucoup cette analogie-là.
on est une rivière, et je pense que la vie a fait qu'on a vécu des hontes, des peurs, des traumatismes, des choses un peu qui nous ont touchés, marqués, façonnés, et ces choses-là sont un peu comme des pierres au milieu de la rivière. Et naturellement, plus il y a de pierres, et moins l'eau peut circuler facilement. Et je pense l'idée de notre travail à nous, entre guillemets, c'est d'arriver à guérir en regardant à l'intérieur, pour enlever ces pierres-là au fur et à mesure. Et plus tu les enlèves, et plus l'eau peut couler librement. Et c'est un peu ça que j'ai fait, que je l'ai expérimenté. J'avais vraiment... la dépression, ça a été un espèce de calling de mon corps qui me disait « Ok, hop, hey, réveille-toi le grand, il faut que tu ailles voir à l'intérieur. Il faut que tu arrêtes d'occuper de l'extérieur, va voir à l'intérieur. » Et je me suis rendu compte que plus j'ai fait ça, plus je suis regardé à l'intérieur, plus j'ai guéri mon intérieur par différentes façons, par différents outils, et plus mon extérieur changeait. Et donc j'ai réalisé clairement qu'il y avait un lien entre l'intérieur et l'extérieur, et que finalement l'extérieur était simplement un reflet de comment j'étais à l'intérieur. Et aujourd'hui, ma vie coule la majeure partie du temps, parce que j'ai pris beaucoup de temps à vouloir guérir tout ça à l'intérieur, tu vois. Je pense que ça a vraiment un lien. La preuve, je suis passé d'une vie, excuse-moi l'expression, mais d'une vie de merde à une vie géniale, où aujourd'hui où quasiment tout est simple, parce qu'il y a eu ce travail-là. J'ai vécu l'autre côté et j'ai vécu ce côté-là. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est le choix d'aller à l'intérieur et le choix de guérir, de comprendre, de connecter, etc., etc., etc. Ce qui est le résumé de ce bouquin-là, ou une partie de ce bouquin-là. Et voilà, tout simplement, je pense. Mais tu vois, par rapport à cette idée de true calling, de mission, de vocation, en tout cas, on voit qu'il y a aussi des personnes qui ont vécu des choses très très fortes dans l'enfance, qui peut-être, on le voit chez les gens célèbres ou dans les grands champions de sport, etc., qui ont parfois des histoires difficiles, comme une forme de sursaut, en fait, comme si la confrontation justement au côté éphémère de la vie faisait prendre conscience que le temps passe très vite et qu'il faut absolument, il y a une sorte d'urgence intérieure, pas du tout de volonté mentale, de réaliser sa pleine vocation en quelque sorte. Je pense que ce qui nous fait vibrer chez les sportifs, chez les chanteurs, chez les gens comme ça, et on est nombreux à vibrer sur le foot, à vibrer sur des grands groupes de musique, etc., etc. Je pense qu'il nous fait vraiment vibrer, c'est que ces gens-là nous rappellent qu'on est capable de grandes choses. Tu vois ? C'est ça qui nous fait vraiment vibrer au fond. Du fond. Selon moi, oui, il y a l'événement, il y a ce qui nous fait ressentir, mais au fond, c'est ce gars-là ou cette femme-là est en train de suivre ce qu'il voulait vraiment faire et il brille là-dedans. Parce que je pense que quand tu touches à ce que tu veux vraiment faire ou être, tu brilles beaucoup plus que ce que tu brillais avant. Et je pense que ça vient de nous rappeler qu'on est capable, nous aussi, de belles choses, de grandes choses. Et c'est ça qui nous attire beaucoup vers les gens de la lumière. Quand je dis de la lumière, c'est les gens qu'on voit beaucoup dans les médias, tu sais. Les sportifs, tout ça. On est fan de grands footballeurs, de machin, mais ces gens-là ont juste suivi ce qu'ils voulaient faire. Et ils brillent là-dedans. Et les voir, ce qui nous rend tant fans, ce qui nous rend tant attirés par ces gens-là, c'est que ça nous rappelle que nous aussi, on peut faire des grandes choses. J'ai l'impression, ça me fait ça, moi. D'ailleurs, dans les outils, tu proposes aussi de dresser une liste un peu de tout ce qu'on aimerait faire avant de mourir. C'est important, ça, pour toi ? Ouais. Je pense que oui. Tu sais, Puis moi, c'est ma façon de voir la vie. Moi, j'ai vu mon père partir très jeune, donc ça m'a donné une sorte un peu d'urgence de vivre et de me dire, cette vie-là, elle est courte. Je pense que c'est un peu comme ça que je la vois. Elle peut se terminer vite, quoi, pour l'avoir vécue. Et donc, l'idée de dire, ouais, j'ai envie de pouvoir faire tout ce que je veux faire ou être, et j'ai pas envie d'arriver à 85 ans et de me dire, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller là, j'aurais dû parler à lui, tu vois. Pour moi, c'est important de vivre cette vie, en fait. Tu parles aussi de comment apprendre à grandir avec notre ego. Quand tu parles de toi, tu dis « je ressemble à un coton-tige avec des cheveux ». Alors là, on retrouve bien ton humour. Et tu dis que tu as mis du temps à accepter ta carrière de fleuriste, tu vois. C'est assez drôle. Est-ce que tu t'acceptes aujourd'hui tel que tu es et qu'est-ce qui t'a vraiment aidé ? Qu'est-ce qui m'a aidé à m'accepter tel que je suis ? Je pense que ça, c'est toujours un qu'on appelle un work in progress. On dit ça au Canada. Je pense que c'est une fois de plus, Franck m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est d'accepter ce que je suis à l'intérieur en tant qu'être humain. Tu sais, quand j'ai fait une dépression et que je me suis tourné vers le développement personnel, je me suis tourné vers la belle personne que j'étais, juste le beau côté de moi. Et un jour, ce gars-là me fait réaliser que finalement, je ne suis pas une belle personne, mais je suis une personne.
avec du beau et du moins beau, avec des côtés visibles et des côtés cachés. Et ça m'a beaucoup intrigué d'aller accepter tous ces côtés-là de moi, le manipulateur, le gars exigeant, le gars radin, le gars, tu vois, et d'aller apprendre qu'en tant qu'être humain, finalement, on n'est pas que des belles personnes. Et donc, entre autres, grâce à ce gars-là, à Frankie Boy, j'ai appris à voir ces côtés-là de moi, puis je continue à les voir aujourd'hui, toutes mes peurs, tous mes trucs un peu cachés, un peu inconscients, qui deviennent conscients au fur et à mesure que ma vie avance. Mais c'est ça qui m'a appris à m'accepter, c'est m'accepter intérieurement. Et après, naturellement, je pense que l'extérieur suit. Mais oui, j'ai mis du temps avant d'accepter ma grande carrure de fleuriste, ouais, comme je dis. Comme tu dis, ouais, c'est ça. Tu parles de la loi d'attraction, alors elle est largement caricaturée aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous la partages, ta vision, peut-être avec des exemples, ta façon de l'appliquer, ou en tout cas de la comprendre peut-être, ou un exercice de visualisation que tu aimes bien, tu vois, pour qu'on comprenne mieux. C'est vrai que tout le monde a en tête un peu ce film caricatural, ouais. Le Secret, tu vois, un peu à l'américaine, où claque des doigts, il y a la bagnole qui apparaît. Mais il y a quelque chose de vraiment plus profond, toi, dans ce que tu entends. En fait, ouais, on pense que tout ce que je demande, je vais le recevoir, mais c'est pas aussi simple que ça. La loi de l'attraction, pour moi, elle est assez simple à comprendre. C'est qu'on vit dans un monde vibratoire, un monde d'énergie, ça tout le monde le comprend. Et nos pensées qu'on a toute la journée créent des émotions. Et nos émotions, pour ainsi dire, les envoie à l'extérieur, un peu comme un boomerang. Sauf que tout ce que tu envoies, tu le récupères. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si j'envoie de la joie, je vais récupérer de la joie. Si j'envoie de la colère, je vais récupérer de la colère. Et tu le vois dans ta vie de tous les jours. Quand tu te sens en colère, quand tu te sens frustré, tu vas tomber sur des gens qui sont comme ça. Tu vas tomber sur des gens qui vont t'engueuler, qui vont te barrer la route en voiture, qui vont t'insulter. Et quand tu es joyeux, souriant, et tu te sens vraiment comme ça, tu tombes sur ces gens-là. Et donc en fait, la loi d'attraction, tout ce que tu envoies, tu le reçois. Donc finalement, c'est plus tu focuses à penser à des choses qui te font sentir bien, plus tu te sens bien. Et plus tu te sens bien, plus tu lances ça dans l'air, entre guillemets, et tu reçois ça. Ce qu'on veut dans la vie, c'est pas des choses. Tu sais, souvent on dit, moi j'aimerais avoir $1 million, je veux avoir une belle voiture, je veux une maison sur le bord de la mer. Mais ce qui nous intéresse vraiment en tant qu'être humain, je pense, c'est pas ces choses-là. C'est comment ces choses-là nous font ressentir. Si tu veux $1 million demain, tu veux pas vraiment ce $1 million, $1 million, excuse-moi, je fasse la conversion. Si tu veux $1 million, tu veux pas $1 million, tu veux comment ce $1 million va te faire sentir. Et comment ce $1 million va te faire sentir? En général, il va te sentir joyeux, reconnaissant, libre, en sécurité, etc., etc. Donc finalement, recherche l'état d'être et tu vas attirer ce que tu veux dans la vie. Fais-toi une liste de ce que tu veux. $1 million, je veux maigrir, je veux une voiture, je veux une maison au bord de la mer. Et une fois que tu l'as, demande-toi comment tu vas te sentir une fois que tu auras ces choses-là. Demande-toi juste comment tu vas te sentir. Alors, en général, la réponse, ça va souvent être joyeux, reconnaissant et en sécurité. Ça va être pas mal les trois émotions qui vont dominer. Et une fois que tu as ces trois émotions-là, focus sur des pensées. Et en général, moi, je recommande le matin, parce que le matin, il n'y a pas encore tout le hamster, tu sais, qui démarre dans ta tête, qui te fait penser beaucoup de choses inutiles dans la vie. Focus là-dessus, dès que tu te lèves le matin, à des images qui te font sentir comme ça. Et mets l'émotion sur cette image-là. Et fais ça pendant 2-3 minutes. Donc, je sais pas, moi, pense à toi qui marche dans le bois, pense à toi qui est avec ton chien ou ton chat, pense à toi qui est avec ton mari. Toutes des images qui te font sentir reconnaissant, joyeux, heureux. Et mets l'émotion sur cette image-là. Et donc, focus à te sentir le plus longtemps possible de cette façon-là. Et plus tu te sens comme ça, plus tu vas attirer les choses qui sont en concordance avec ces émotions-là, qui sont l'argent, qui sont ci, qui sont ça, etc., etc., etc. Donc finalement, c'est soit la loi de l'attraction, c'est recevoir ce que tu envoies. Et que ce qu'on envoie, une fois de plus, je le résume, c'est des émotions. Voilà, tout simplement. À qui tu t'adresses, toi, d'ailleurs, quand tu fais tes formules? Tu cites plusieurs fois la Bible, demanderez, vous recevrez. Ouais. On peut penser aussi au génie dans le dessin animé d'Aladin. Là, je suis maître d'hôtel au restaurant de la vie. Voilà, il y a tout un tas de visions qu'on peut associer. Voilà, à qui s'adressent ces demandes? À toi. Je pense à toi. On est vraiment créateur de ce qu'on est. Moi, je parle pas à Dieu ou à qui que ce soit. Je parle à moi. Je pense que on se les demande à nous et on se les envoie à nous et on les reçoit nous. On est vraiment les créateurs de notre vie. Notre vie résulte de choix, notre vie résulte de comment on se sent, notre vie résulte de ce qu'on choisit, le plaisir à court terme ou le bonheur à long terme, notre vie résulte de etc., etc., etc. Donc je pense que ces demandes-là, on se les demande à nous.
Et on a la responsabilité ou non de les recevoir, selon comment on se sent, selon comment on voit la vie, selon comment... Mais ça fonctionne, hein. Je sais que ça a l'air un peu... au Québec, on appelle ça du pelletage de nuages, c'est-à-dire un peu de la psychopop, tu sais. Ça a l'air simple. Mais pourtant, il y a des gens qui le font bien, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Donc si ça fonctionne pour des gens, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour la majorité des gens, tu vois? C'est ça que je me dis un peu. C'est ça. Vas-y, ouais. Non, ce qui est compliqué dans cette idée de loi d'attraction, c'est qu'on n'attire pas forcément ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Ouais. Tu expliques ça très bien aussi avec les programmations de l'inconscient qui prennent souvent finalement le dessus. Et donc, comment vibrer, pas quelque chose de sous-jacent qui est notre blessure finalement enfouie d'une certaine manière, ou nos filtres, ou nos croyances, tu vois. Je pense que tu es obligé de vibrer ça. Mais tu peux le voir aussi. Tu peux voir ce que la vie te ramène, tu peux voir comment tu te sens, tu peux apprendre à te voir en toute sincérité. Et tu sais, il y a cette phrase très connue dans le livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu », qui dit « tout ce à quoi tu résistes persiste, et tout ce que tu regardes disparaît ». Donc, par exemple, où tu te vois et tu acceptes que tu es ça, tu n'auras plus à le vivre à l'extérieur. Tu vois, la vie te ramène juste ce que tu es. Tu veux savoir ce que tu penses, et ça je crois que j'ai vu ça aussi avec Franck, mais tu veux savoir ce que tu penses de l'argent, regarde ton compte en banque. Tu veux savoir ce que tu penses de l'amour, regarde l'état de ton couple. Tu veux savoir ce que tu penses de l'amitié, regarde tes amitiés. Et tu vas avoir la réponse finalement. La vie, c'est juste un reflet de ce qu'on est. Ta maison, ton chat, tes plantes, ta voiture, tes habits, tout est un reflet de ce que t'es. Donc tu veux voir ce que t'es, regarde ta vie finalement. Et apprends à déceler ça. Et après, il y a d'autres moyens. Quand tu parles d'inconscient, il y a l'hypnose, il y a le MDR, il y a la neuroscience, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'aider aussi à guérir plein de choses. Hein. Tu vois, tout est possible. Puisque tu parles du couple et que vous avez fait avec Franck un petit chapitre aussi là-dessus, pas dans le livre, hein, mais des vidéos, est-ce que c'est si facile justement d'attirer ce qu'on souhaite? Souvent, beaucoup de gens encore rencontrent leur conjoint assez jeune, sans avoir fait forcément ce travail d'introspection, d'avoir décelé un peu leurs croyances, leurs conditionnements. Comment est-ce qu'on peut être entendu par l'autre, se faire comprendre, vivre l'harmonie? Est-ce que toi, il y a des choses que tu pourrais conseiller ou que tu pratiques même au quotidien avec ta compagne pour nourrir chacun vos différents besoins? Tu vois, nous, on est ensemble depuis 13 ans. Et on s'est rencontrés très jeunes. Ma femme, elle avait 20 ans et moi, j'avais 25. Donc, on était vraiment des bébés, entre guillemets. En tout cas, moi, parce que je suis devenu adulte, je pense, il y a 3 jours, entre guillemets. Et j'étais très, très, très immature à plein de niveaux. Et je pense qu'on a décidé de faire ce chemin-là ensemble. On a décidé d'aller regarder à l'intérieur, chacun de notre côté, en thérapie et de s'en parler. Et donc, je pense que la vulnérabilité, c'est une des clés majeures pour un couple. C'est de régulièrement se parler de comment on se sent, de ce qu'on a besoin, d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Il y a vraiment ça qui nous a beaucoup aidé à traverser 13 ans de couple. Et Dieu sait que 13 ans, aujourd'hui, c'est énorme. En 1960, 13 ans, c'était rien. Mais en 2022, on se sépare parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de lave-vaisselle, il n'y a plus de liquide lave-vaisselle sous l'évier, tu vois. Aujourd'hui, les gens se séparent pour absolument rien. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée de vouloir comprendre l'autre et de vouloir se comprendre. C'est un peu ça l'idée pour moi, d'un couple qui va durer. C'est vraiment de s'exprimer, de parler, d'être sincère, d'être honnête de plus en plus avec soi, d'ailleurs, parce que c'est facile de se mentir, et d'être honnête avec l'autre. Et j'ai l'impression que plus tu parles et plus tu creuses ça et plus la relation devient belle. Parfois, on voit dans certains couples, il y en a un qui a envie d'être en chemin et l'autre n'a pas forcément accès à ça, cette authenticité, à la parole. C'est vrai que de manière un peu caricaturale, on voit surtout des femmes, beaucoup de femmes dans les stages de développement personnel qui chercheraient à entrer dans cette relation avec leur homme, et l'homme qui est plus dans quelque chose d'un peu plus fuyant ou coupé de ses émotions, hein, classiquement. Ouais, et ça c'est une bonne question, et la question c'est est-ce que ça peut durer un couple comme ça? Et je sais pas. C'est une super bonne question. Je sais pas si ça se peut. Ça, faudrait demander aux gens qui le vivent. Est-ce que si je décide de faire le chemin d'aller à l'intérieur est-ce que si mon mari, lui ou ma femme, lui ou elle n'a pas du tout envie de faire ça, est-ce que ça se peut à long terme? Je sais pas.
C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que non, mais sûrement que je me trompe. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, c'est vrai qu'on voit plus classiquement ce genre de schéma où l'homme est plutôt dans les profils psychologiques dits évitants et la femme plutôt dans un profil type fusionnel. Et donc, c'est vrai que c'est un couple qui est plutôt dans... je te cours après, tu me fuis, quoi, tu vois, dans le genre de mécanique. Et c'est vrai que ça peut marcher, hein, mais ça demande un travail d'introspection et de cheminement assez fort. Et c'est sûr qu'on reprend, toi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais vous étiez effectivement très jeune, 20 et 25 ans, comme tu dis, ça fait bébé hein, aujourd'hui. Certainement pas autrefois, mais aujourd'hui, ça paraît très jeune pour être déjà dans un couple stable. Et c'est assez rare de voir des cheminements comme ça, où chacun, en s'étant rencontré très jeune, va dans une introspection profonde. Ouais, et je pense que c'est ce qui nous a fait passer 13 ans ensemble. Et ce qui va nous faire passer encore un autre 13 ans ensemble, j'ai l'impression. C'est cette idée de vouloir mûrir ensemble. Et ensuite de donner ça à nos enfants, tu vois. Il y a un peu cette envie-là. Parce que la beauté qu'on se fait, je trouve, en voulant aller voir à l'intérieur et en voulant suivre ce chemin-là, c'est qu'on ne fait pas non seulement un cadeau à nous, on fait un cadeau aussi à nos enfants. On fait un cadeau à nos amis. On fait un cadeau à notre famille, tu vois. Parce que naturellement, les gens autour le ressentent et chacun va prendre au fur et à mesure de où il est dans sa vie. Mais je pense qu'on a tous ce pouvoir d'avoir un impact, tu sais, les uns sur les autres. Et on dit souvent, j'ai de convaincre mon mari ou mon meilleur ami de changer, d'arrêter ci, d'arrêter ça. La vérité, c'est que les gens ne sont pas prêts à le faire tant qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Donc vouloir que les gens changent ou travaillent sur eux, on n'y arrivera jamais. Par contre, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est le faire nous. Et naturellement, ça peut avoir un impact à moyen terme sur les gens autour, qui vont te voir, toi, faire « Ah, ouais, il y a quelque chose chez lui que j'aime » et qui veulent, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Puis on a tous ça, hein. L'impact les uns sur les autres, on l'a tous. Oui. Il y a un outil aussi que j'aime beaucoup et que tu utilises qui est vraiment d'aider à libérer notre créativité. Et en libérant notre créativité, on va forcément s'ouvrir à notre authenticité et vulnérabilité. Donc ça va dans le même sens, qui est les pages du matin hein, qui ont été proposées par Julia Cameron dans son célèbre livre Libérer votre créativité. Toi, c'est un outil que tu aimes bien utiliser encore ? C'est un outil que j'ai beaucoup aimé utiliser dans le passé. En fait, pour que les gens comprennent ce que c'est te lever le matin quand tu as besoin de direction dans ta vie. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait d'intuition, comment reconnecter à son intuition et que c'est pas évident. Et bien, un outil qui s'appelle effectivement les pages du matin, tu te lèves et tu écris 3 pages de tout ce que tu penses. Donc, soit à la main, soit à l'ordinateur, mais 3 pages. C'est-à-dire que tout ce qui vient, tu le mets sur une feuille. Et ce matin, je me suis levé, je suis un peu fatigué. Hier, il s'est passé telle chose. Nanana. Peu importe ce que c'est, il n'y a aucune pensée. Tu déverses tout sur une page. Tu es en train de déverser toutes ces pensées qu'on appelle les pensées parasites, qui sont là, qui sont dans ta tête et qui servent souvent à rien et qui reviennent, qui repartent. Et l'idée, c'est de déverser ça. Et à force de faire ça, eh ben, il y a des pensées qu'on appelle créatives qui vont commencer à monter en toi. Des choses que tu vas te parler une fois de plus de toi à toi, de choses que tu pourrais faire dans la vie. Du genre, j'en sais rien, moi, au bout d'un moment, à force d'écrire 3 pages, tu vas te dire « Ah, ça fait longtemps que je me dis que j'aurais dû jouer de la guitare, mais je l'ai jamais fait, tiens, je vais m'y mettre. Ah, ça fait longtemps que je me disais que j'aurais dû appeler telle personne parce qu'elle me manque, ça fait au moins 6 mois que j'y pense, mais je l'ai pas fait, je vais l'appeler. Ah !» Et donc, au fur et à mesure que tu fais ça, tu t'envoies à toi-même des pensées créatives, des chemins que tu pourrais prendre, des choses auxquelles tu as pensé, mais sans y penser, tu avais oublié. Et donc, tu te donnes des pistes à toi, finalement. Et à force de faire ça, eh bien, finalement, tu reconnectes à ton intuition. Tu reconnectes à ce que tu as vraiment envie en dessous de toutes les pensées parasites. Et ça, c'est un outil génial qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, moi, à l'époque, que j'ai fait pendant vraiment des mois. Et, 1, ça m'a donné des pistes. Et 2, ce qui est génial, tu sais, c'est un peu comme des photos. C'est-à-dire que 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, tu retombes là-dessus, tu relis ça, et tu fais « Ah, waouh ! J'étais là dans ma vie à ce moment-là, je vivais ça. » Il y a quelque chose de satisfaisant à voir le chemin que tu as fait depuis. C'est ça. Ouais, c'est toujours spectaculaire, en effet. Tu proposes aussi de faire le vide un peu à la Marie Kondo, là, de faire du ménage matériel qui permet d'accueillir autre chose, et notamment avec ce petit exercice du portefeuille. Ouais. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas des portefeuilles, ils ont des briques. Tu sais, tu ouvres leur portefeuille, il y a 642 factures, des cartes de magasins qu'ils n'ont jamais utilisées, des pièces de monnaie, mais truc, c'est une brique, quoi. Il tient dans une poche, mais il est lourd dans la poche. Et souvent, je pose la question à mes amis ou à ma famille, quand je vois ça, je dis « Qu'est-ce que tu utilises vraiment là-dedans ?»
Sincèrement, là. Et souvent, on fait le tri, on regarde, et au moins la moitié de ce qu'il y a dans le portefeuille n'est pas utilisé. Au moins la moitié ne sert absolument à rien. Mais je dis, ça sert à rien, pourquoi tu le gardes sur toi? Moi, depuis que j'ai réalisé ça, je me suis acheté un petit porte-carte où dedans, je mets 3 ou 4 cartes de crédit ou de débit, ma carte d'identité, mon permis, vraiment le strict minimum. Et finalement, je me rends compte que j'ai pas besoin de plus. Donc, si j'ai pas besoin de plus, pourquoi je me traîne avec, tu vois? C'est un peu comme faire une randonnée puis te dire, en plus de tous mes habits, je vais mettre une pierre de 5 kilos dessus. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien. C'est psychologiquement, on se dit, ouais, mais le jour où je vais repasser devant ce magasin, j'ai peut-être l'utiliser. Le jour où je vais passer devant la bibliothèque, auquel je suis pas allé depuis 96. Ça se peut que je veuille louer un livre alors que t'es pas allé depuis 15 ans. Ça n'arrivera pas, tu le sais. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on traîne sur nous, mais qui servent à rien. Et s'alléger, moi je trouve, fait du bien, tu sais. C'est comme ces gens qui ont un espèce de trousseau de clés, mais ils ont 642 clés. Je sais pas si tu connais ce genre de personnes-là. Et moi je vais... Non. Peut-être il y en a un comme ça, peu ils ont des si, trousseaux de pendant que clés, je mais réfléchis. c'est pas une blague. J'en connais, moi, ils ont 26 clés. Mais je me dis, tu travailles pour Fort Boyard, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et finalement, on se rend compte que trouve une façon d'en avoir moins. Et moi, j'aime avoir le strict minimum partout où je vais, et ça me fait du bien. Ça m'allège l'esprit d'avoir le minimum. Tu vois, c'est pas une question de minimalisme dans la vie, c'est une question de... C'est beaucoup plus cool de voyager. Quand je dis voyager, c'est une façon de parler, hein, à travers la vie, de façon légère. Ouais. Ça, c'est ma façon de voir la vie, ouais. Et donc, tu le fais régulièrement, ça, ce vide, ce ménage, entre guillemets? Non, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, j'ai un petit portefeuille. Quand je pars en voyage, je prends vraiment le minimum d'habits que j'ai besoin. J'ai une clé sur moi. Tu vois, c'est vraiment le minimum. C'est devenu une façon de vivre. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose que tu as expérimenté et que moi, j'aime beaucoup aussi, c'est la méthode Wim Hof. Est-ce que tu peux nous en parler, ces fameux bains froids? Alors, Wim Hof, on peut considérer que c'est un peu extrémiste, mais sans aller aussi loin, les bienfaits des bains froids, on sait qu'aujourd'hui, il y a des choses quand même assez avérées, notamment sur la dépression. Sans aller dans des bains glacés, évidemment, il faut prendre des précautions, etc. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, j'ai découvert ce gars-là, Wim Hof. Je ne sais plus s'il est danois ou juste comme ça, mais il montre les bienfaits du froid. Souvent, on a une fausse croyance. On pense que le froid va rendre malade. Tu sais, on a tous entendu nos parents qui nous disaient « Va pas dehors, tu vas attraper froid ». Mais le froid ne rend pas malade. La vérité, c'est que ce qui rend malade, c'est le stress, c'est la mauvaise nourriture, c'est le manque de sommeil, c'est... les virus, les bactéries, mais le froid en tant que tel ne rend pas malade. Moi qui suis adepte de ça, je prends des bains froids quasi tous les matins. Je te parle de bains à 5-6 degrés. Hein. L'hiver, au Québec, je sors dehors, il fait -2, -3, je suis torse nu en short et je marche une demi-heure dans la neige. J'ai jamais été malade après avoir fait ça. Donc le froid ne rend pas malade. Ça, c'est un. Et à l'inverse, le froid fait un bien fou pour le corps. Il y a plein de bienfaits. Comme par exemple, ça améliore ton système immunitaire. Pourquoi? Parce que plus ton corps est en connexion avec le froid, plus tu développes des globules blancs dans ton corps. Et c'est quoi les globules blancs? C'est ce qui se bat contre les virus et les bactéries. Donc plus tu te mets en relation avec le froid, et plus ton corps peut résister, créer des boucliers naturels contre les virus et les bactéries. Ça, c'est 1. 2, ça améliore la circulation sanguine. 3, ça fait que tu développes ton muscle volonté. Tu sais, on a des muscles physiques, mais on a aussi des muscles internes, comme la volonté, la détermination. Et avoir le courage de rentrer dans un bain froid ou dans une douche froide le matin, eh ben, ça fait que tu développes ce muscle-là de volonté. Tu prends possession de ton esprit. Tu dis pas non, je vais pas subir ce qu'il me dit en disant sors de là. Je vais être plus fort que mon esprit et c'est moi qui décide. Ce matin, c'est moi qui décide. Et comme tu t'entraînes à le faire là, tu vas pouvoir le faire dans la vie de tous les jours. Surtout que ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans du froid, en général, ton cerveau, tu sais, on a 3 cerveaux, dont le cerveau reptilien, qui va te dire qu'il est le cerveau de la survie, hein, qui te permet de survivre. Si jamais il y a un tigre qui arrive devant toi, ton cerveau va te dire « cours », tu vois, c'est le cerveau reptilien. Et bien quand tu rentres dans l'eau froide, tu te mets à stresser. Ta première réaction quand tu rentres dans l'eau froide, ça va être « Pourquoi ? Parce que ton corps est en train de dire « sors, tu es en train de mourir ». Mais si tu arrives à calmer ça, si tu restes là, tu focuses sur ta respiration et tu restes là, tranquillement, tu vas calmer ce stress-là et revenir à un état calme. Ça va prendre 15 secondes, ça va prendre 45 secondes, mais tu vas y arriver éventuellement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui dis, en situation de stress, je suis capable de me calmer. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours,
quand tu as vu des situations de stress, et on en vit tous régulièrement, tu auras appris à ton cerveau à te calmer. Et comme tu l'auras appris dans le froid, tu vas pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours, dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail, dans les bouchons, etc., etc., etc. Tu auras appris à te calmer, tu auras appris à moins réagir, tu auras appris à redescendre ton système cardiovasculaire, ton rythme cardiaque, pardon. Et donc ça, grâce au froid. Donc tu vois tous les bienfaits qu'il y a, ils sont absolument énormes, juste pour une douche froide. Et en plus, tu économises de l'eau chaude. Donc tu payes moins cher d'eau chaude. Donc tu es gagnant sur tous les points. Donc vraiment, c'est un bienfait énorme. Et moi, vraiment, quasiment tous les matins, c'est douche froide ou bain froid depuis. Et en plus, ça donne beaucoup d'énergie. Tu vas le voir quand tu commences au début. Je me rappelle, je faisais ça au début. Tu sors d'un bain froid, t'es wouh, comme si tu avais bu 3 Red Bull. Et ça, il y a quelque chose de génial. Parce que finalement, c'est un espèce de café, mais naturel. Ça, c'est cool. C'est vraiment cette idée que c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là, souvent, en tant qu'être humain, je pense qu'on va attendre la motivation pour poser une action. C'est-à-dire, quand je vais être motivé, je vais le faire. Mais à un moment, tu réalises que non, c'est l'action qui va créer la motivation. Juste faire quelque chose, peu importe ce que tu veux, fais-le un petit peu. Juste un petit peu. Et quand tu réalises que tu le fais un petit peu, tu vas réaliser que tu sais le faire. Et comme tu sais le faire, tu vas dire, j'ai envie de le faire. Et comme tu as envie de le faire, tu vas le faire. Donc si dans la vie, tu te dis, je sais pas, moi, je veux maigrir, va pas courir 15 km 6 fois par semaine. Tu vas arrêter après 2 fois. Va courir, je sais pas moi, 1 km. Ou va marcher 1 km. Tu vas voir que tu es capable de le faire. Et comme tu vas voir que tu es capable de le faire, ça va te donner envie de le faire. Et donc, tu vas le faire. D'où l'action crée la motivation. Plus tu vas le faire, plus tu vas être motivé. Et naturellement, plus tu vas être motivé, plus tu vas vouloir le faire. C'est une espèce de cercle non vicieux, finalement. Un cercle positif de comment passer à l'action, en fait. C'est ça. D'ailleurs, tu cites dans ton livre Albert Einstein qui dit que l'intellect a peu d'utilité sur le chemin de la découverte, c'est ça ? L'intellect a plus d'utilité sur le chemin de la découverte ? On a peu d'utilité, en fait. Il parle de l'intuition, tu le cites en disant « Il se produit un bond dans l'éveil de la conscience, appelez-le intuition, la solution vous arrive sans que vous sachiez d'où elle vient ni pourquoi. » Donc c'est intéressant parce que quand il dit intellect, je pense qu'il parle de ce dont on parle, c'est-à-dire du mental. Ouais, exactement. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, c'est arriver de plus en plus à se connecter à soi. Et je pense que c'est Steve Jobs, je pense qu'il disait à la fin de sa vie, il dit le fait d'arriver à apprendre à écouter son cœur, c'est quelque chose de génial parce que notre cœur, c'est déjà par où passer, c'est déjà quoi faire. C'est juste qu'il faut apprendre à l'écouter. Et comment tu apprends ça ? Tu apprends ça par les pages du matin, tu apprends ça par la méditation, tu apprends ça par quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est bon pour toi, tu le fais et tu le refais. Et plus tu le fais, et plus tu vois que tu avais raison, et plus tu as confiance. Et plus tu as confiance, et plus tu vas l'écouter, une fois de plus. Donc je pense, oui, effectivement, l'intellect a très peu de réelle force sur le cours de ta vie. Et en même temps, ça a à voir avec une forme de discipline, parce que c'est vrai que prendre des bains froids tous les matins, ou aller courir tous les matins, ou faire les pages de créativité, etc., une fois par jour, ça demande une forme un peu d'autodiscipline. Ça demande une forme d'autodiscipline, ouais. Ça demande de réaliser que dans la vie, tu as 2 choix. Soit tu as le plaisir à court terme, qui peut être un très bon choix dans beaucoup de situations, soit tu parles de bonheur à long terme. Et tu te rends compte que quand tu prends la voie du bonheur à long terme, tu te sens de mieux en mieux à chaque fois. Tu vois, si tu dis le matin, je me lève, je fume une cigarette, je regarde Facebook et je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde, ou je me lève le matin, je vais faire 15 minutes de sport, je bois un verre de jus d'orange et je prends une douche froide, tu as 2 journées complètement différentes. Juste cette expérience-là. Là. On parle de 15 minutes dans les deux, et tu as 2 journées complètement différentes. Il y en a un pour moi où tu vas un peu subir ta journée, et l'autre où tu es un peu maître de ta journée. Tu es beaucoup plus ouvert, beaucoup plus frais, beaucoup plus... tu as plus envie de sourire, tu as plus envie de... etc., etc. Et comme tu changes ton début de journée, tu changes ta journée. Et naturellement, tu changes tes semaines, tes mois, tes années, ta vie, tu vois. C'est un petit outil, mais ça fait toute la différence. C'est ça. Est-ce que le rire, c'est véritablement une thérapie ? Toi, tu le vois, tu as des témoignages d'ailleurs. En retour, tu en cites quelques-uns dans ton livre, et notamment cette femme qui avait eu un cancer du sein et qui a eu des prises de conscience suite à ton spectacle. Mais globalement, comment est-ce que tu vois le rire, même toi, dans ta vie de tous les jours ? Je pense qu'on le voit tous. Le rire, c'est thérapeutique. Je ne sais pas si on peut dire que le rire, c'est la meilleure médecine. Ça serait un peu arrogant de dire ça. Mais ça fait du bien, tout le monde le voit. Plus tu ris, plus tu te sens bien. Plus tu ris, plus tu te sens... S'il y a bien une chose dans la vie qui nous fait sentir vivants, c'est le rire. Tu vois, c'est ça la force de rire.
quand t'es avec des amis, tu passes un bon fou rire, là, et après, tu sais, il y a une espèce de ça fait du bien, tu sais, il y a ce truc-là. Et voilà, je vois ça comme un médicament, moi, le rire, un médicament naturel. C'est à ça qu'on reconnaît aussi peut-être un vrai sage pour toi ? À quelqu'un qui rit ? Oui. Peut-être, ouais. Tu vois, si on prend le Dalai Lama, par exemple, on le voit très souvent souriant. Ouais. Alors, on ne le voit pas forcément exploser de rire, se rouler par terre, mais on voit quand même un petit rire sur son visage. On voit que c'est quelqu'un de rieur, par exemple. On voit que c'est quelqu'un, pour moi, d'enfantin. On voit que c'est un tu sais, il y a une phrase qui dit un adulte, c'est un enfant qui a oublié. Eh ben, on a l'impression que lui, il n'a pas oublié. Je pense que les plus beaux maîtres là-dedans, c'est les enfants. Ils sont souvent en train de rire, souvent en train de sourire, souvent en train d'explorer. Et je pense que c'est ça qu'il a un peu, le Dalai Lama. C'est qu'il a reconnecté avec son enfant intérieur. Ce qu'on pourrait tous apprendre à faire d'ailleurs. À reconnecter avec l'espèce d'enfant intérieur qui riait de tout, qui voulait découvrir, qui voulait s'amuser. Et je pense que c'est ça qu'il a. Rire et pleurer d'ailleurs. Pardon ? Rire et pleurer facilement. C'est vrai qu'on le voit chez les enfants. Ils peuvent passer du rire aux larmes très facilement en fonction de l'émotion du moment. Ouais, t'as raison. Rire et pleurer. T'as tout à fait raison. Selon l'émotion qui passe, je fais juste la ressentir et éventuellement l'exprimer, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on peut rire de tout, toi qui es humoriste ? Je pense qu'on peut rire de tout. Après, ça dépend comment on le fait, ça dépend avec qui on le fait. Mais moi qui ai vu mon père mourir, qui était sûrement la plus grande tragédie de ma vie, en tout cas je l'espère, j'ai appris à rire de tout. Je peux aujourd'hui rire de la mort, je peux rire... Tu sais, moi, mon grand-père était juif. Il s'est fait kidnapper pendant la guerre par les nazis. Et grâce à la vie, il a réussi à s'échapper. Donc je ne serais pas là. Mais donc j'ai appris à rire de ça aussi, tu vois. J'arrive à rire de ça, Je pense que moi, ce qui me fait le plus rire dans la vie, c'est l'humour noir. Il y a quelque chose là-dedans qui est libérateur parce qu'on rit des choses les plus horribles. Et moi, je trouve ça libérateur d'en rire. Et ça vient de la mort de mon père. C'est sortir la lumière des ténèbres d'une certaine manière ? Ouais, c'est arriver à... Sans minimiser, c'est arriver à dire que, voilà, en rire, tu vois, à rire de... Ouais, c'est ça. Mettre de la lumière dans quelque chose qui était dur, tu sais, quand mon père est mort, ma sœur s'est mise à pleurer et moi, je disais à ma sœur, c'est pas grave, on en retrouvera un autre. Qui, quelque part, était une bonne blague, tu vois, pour un enfant de 8 ans. Mais quelque part, ça fait du bien. Ça veut pas dire passer par-dessus la tragédie, ni la pleurer, ni la considérer, mais ça veut dire arriver après à alléger ça et à vouloir voir le côté drôle de tout ça, tu vois. La comédie humaine. La comédie humaine, ouais. Je pense qu'on a besoin de ça. Je pense que le monde, quand tu regardes aujourd'hui, est assez déprimant comme ça. Il y a tellement de choses déprimantes et dures qui se passent. Mais au moins, il y a des choses, des outils qu'on a tous, qui sont gratuits. Et le rire, ça en est un, tu vois. Donc apprendre à pas trop se prendre au sérieux et à pas tout prendre trop au sérieux et arriver à rire de ça. Moi, rire à un enterrement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tu vois. Tout en respectant ce qui se passe. Mais rire à un enterrement, désolé, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Mais parfois, c'est du rire nerveux. Moi, je sais que ça m'arrive assez... Quand ça m'arrive, heureusement, je ne vais pas très souvent à des enterrements, mais ça peut être du rire un peu nerveux, mais il est libérateur, effectivement. Surtout quand mon frère se met à chanter un peu en latin derrière moi, par exemple. Et puis qu'il fausse. J'espère qu'il fausse, ton frère. Parce que bien sûr qu'il fausse. Il n'a pas l'accent latin, mon frère. S'il fausse en latin, mais alléluia, Dieu existe, tu comprends ? Moi, on m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps que je ne connaissais pas. Quand ils ont enterré mon père, il était grand, mon père, il faisait 1m92. Le trou du cercueil n'était pas assez grand. Donc, ils n'arrivaient pas à rentrer le cercueil dans la terre. Ils galéraient à le rentrer. Et ma mère était morte de rire. Un rire, effectivement, un rire qui mélange la tristesse et le rire. Mais tu vois, ça fait un bon souvenir et ça fait du bien, tu vois. Et quand je te quand je te parlais du nazisme et de mon grand-père juif, c'est un sujet hyper délicat. Et pourtant, Dieu sait que je suis concerné par ça. Je viens de là, j'ai du sang juif, je viens de là. Et pourtant, j'arrive à en rire. Parce que je me dis, on n'a plus que ça, tu vois. Et ça fait du bien de pouvoir arriver à rire de tout ça. Et mon grand-père, il a tellement été traumatisé par les Allemands. Après la guerre, il ne pouvait même plus entendre des gens parler allemand. C'est à ce point-là qu'il est traumatisé. Donc toute sa vie, il a évité les Allemands. Et le jour où on l'a enterré, et c'est mon cousin qui m'a fait réaliser ça, il est parti, son corbillard, c'était une Mercedes allemande. Pas mal. Tu vois, oui, effectivement. Comment tu veux pas rire de ça ? C'est impossible, l'ironie de la vie est trop belle.
Et faut arriver à rire de tout ça. Donc moi, j'arrive à rire de choses horribles et je pense que ça fait du bien. Voilà. Être humoriste, c'est forcément pour toi être humaniste. On pense à Coluche qui faisait passer tant de messages, bien d'autres humoristes engagés, mais lui en particulier. Ouais, effectivement. Moi, je connais pas trop. J'ai vu quand j'étais plus jeune son œuvre à Coluche. Mais effectivement, pour moi, c'est comme ça que je me décris. J'aime être un humoriste humaniste parce que j'aime l'idée de passer des messages et de donner un peu plus que du rire aux gens. Je trouve ça beau. Je trouve que les gens sortent du spectacle et ils se disent « j'ai ri », mais il y a un petit quelque chose d'autre, il y a une envie de vivre, je me suis bien senti, tu vois. J'essaie de créer un espèce de village dans ma salle en parlant aux gens, en connectant avec eux. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de plus que juste du rire. Parce que c'est ma façon de voir l'humour. Alors tu parles aussi, et on finira sur ces 2 dernières questions, que les gens qui nous causent le plus de difficultés sont aussi nos plus grands maîtres. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu au début. Et toi, comment est-ce que tu vis les critiques ou les jugements depuis que tu fais ce métier public ? Et j'imagine qu'il y en a forcément, même si globalement tu fais vraiment l'unanimité. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut être enseigné par l'autre qui parfois nous renvoie quelque chose de négatif finalement ? Ça va dépendre des fois. Il y a des fois où ça va me toucher. Il y a des fois où ça va me passer par-dessus. Comme de l'eau sur le dos d'un canard. Comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça, c'est une expression que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Elle vient de se réveiller. Je pense qu'elle a été morte. Elle vient de se réveiller. Elle est pas mal, en tout cas. Elle m'a salué. Elle m'a dit « Jérémy, merci, parce que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas utilisé. » Je pense que les deux, je pense qu'il m'arrive encore d'être touché par des choses comme ça. C'est bizarre, hein. Il peut y avoir 900 personnes qui t'applaudissent, une qui t'insulte, et on va se rappeler de celle qui nous insulte. Notre cerveau est fait ainsi. Mais voilà, je pense que j'apprends à chaque fois à réaliser que s'il y a de la colère de quelqu'un ou de la frustration, cette colère ne vient pas de moi, elle vient de l'autre. Et donc je dis qu'il a le droit de penser ça de moi, il a le droit de me trouver pas drôle, ou ci ou ça, ou peu importe. Et j'apprends à relativiser ou à calmer. Je pense qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, ça me touche de moins en moins, en fait. J'ai l'impression. C'est comme ça que je vois ça. Bah oui, et tu utilises, pour finir, la puissance de la gratitude dans ta vie. À qui est-ce que tu dis merci, toi, Jérémy, dans ta vie de tous les jours, et comment tu l'utilises ? En fait, la reconnaissance, c'est un outil génial parce que c'est un outil qui fait qu'il y a 2 choses dans la vie qui nous tirent vers le bas. En général, c'est la colère et le stress. Mais tu peux pas être en colère quand tu es reconnaissant et tu peux pas être stressé quand tu es reconnaissant. Et je pense arriver à dire merci pour tout ce que tu as ou tout ce que tu es, crée un état intérieur de joie. Même s'il dure 5 minutes, il crée un état intérieur de toi de joie et fait que tu attires encore plus de joie, et fait que tu as envie de sentir encore plus de joie. Et donc à qui je dis merci ? Je dis merci à la vie, je dis merci à ma femme de m'avoir offert un bébé, qui est le plus beau cadeau de toute ma vie. Je dis merci à mon chat, je dis merci au soleil de réchauffer ma peau. Ça a l'air con, ça a l'air cucu, et pourtant voilà, c'est des petits merci. Je dis merci aux gens qui me rendent service, les serveurs, les serveuses au restaurant, des choses comme ça. Je dis merci quand j'ai un élan du cœur de dire merci. Eh ben, c'est moi qui vais te dire un très grand merci, Jérémy Demey, pour cette interview. On sent toute ta fougue, ta passion, et on te sent bien vivant et bien là. Tu vois, je t'ai senti vraiment dans le flot de cette interview. Merci à toi. Et pas en dehors. Je rappelle que ton spectacle au République à Paris Enfin Vivant est jusqu'au 10 juillet, et que ton excellent livre, qui est vraiment un véritable hymne à la vie, La Liste, 44 pistes pour aimer sa vie, vient de paraître aux éditions Erol, et je ne pourrais pas dire le contraire puisque j'ai aussi participé à sa publication. Merci infiniment, Jérémy, à bientôt. Merci à toi, merci de m'avoir reçu dans ton podcast. Avec grande joie, grand soleil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur.
Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.